Focus. Jeudi, on retrouve Karim Ben Saïd dans Focus à 17h30. Bonsoir Karim. Bonsoir Anna. Alors ce soir nous recevons Hama Hameni, porte-parole du Front Populaire. Bonsoir, merci d'être avec nous sur RTCI. Bonsoir et merci pour vous aussi, merci pour l'invitation. Alors je sais que tu vas nous présenter le sujet, je sais aussi que tu as un tas de questions à poser à Hama Effectivement, Hameni. C'est parti. effectivement. Alors réuni fin avril dernier, le Conseil national du Front Populaire a décidé d'adopter une initiative baptisée Initiative pour le sauvetage et la construction. Le texte complet de cette initiative vient d'être publié et il dresse un sombre tableau de la situation politique, économique et sociale et propose à l'ensemble des forces vives du pays de s'unir pour rééquilibrer le paysage politique de la Tunisie. En tout cas, les questions qu'on se pose ce soir, c'est sous quelle forme se ferait cette union des forces vives, à qui s'adresse l'initiative. Pourquoi maintenant? Est-ce une initiative qui vise à positionner le Front Populaire à moins d'un an des élections municipales? Ce sont ces questions que je pose ce soir donc au porte-parole du Front Populaire, M. Hama Hameni. Bonsoir encore une fois. Merci. Alors, d'abord, le texte de l'initiative commence par une sorte de bilan de la situation en Tunisie. Vous accablez le gouvernement et l'alliance Narvanideh en le rendant responsable de tous les maux du pays. Ça va si mal que ça en Tunisie? Il faut demander aux Tunisiens et aux Tunisiennes. Il faut demander aussi aux experts qui suivent l'évolution de la situation en Tunisie. Effectivement, on n'a rien inventé. La situation est sombre. Presque presque un taux de croissance négatif. On est à 0,2, 0,8 sur le plan économique, ce qui résume la situation en général, la situation de l'investissement, la situation de la création de richesses. Il y a aussi un blocage politique. Il y a un retard énorme au niveau de la consécration de la Constitution en institution et aussi en nouveaux textes de loi. En même temps, il y a une lutte interne au sein de la coalition au pouvoir. Il y a des luttes, même intestines aussi, au sein de certains partis qui sont au pouvoir, ce qui bloque l'évolution des institutions politiques. Sur le plan sécuritaire, ce qui s'est passé hier à Nihla et à Tataouine vient nous rappeler que la menace terroriste existe toujours. Mais elle existe par ailleurs aussi dans le monde entier. Oui, je sais, mais nous devons quand même protéger notre pays. Et malgré la réussite de nos forces de sécurité et aussi de nos forces militaires, mais ça reste une réussite partielle. Nous avons besoin d'une stratégie nationale pour lutter contre le phénomène terroriste qui menace la stabilité de notre pays, qui menace l'unité de notre peuple, qui menace aussi la stabilité générale du pays à tous les niveaux. Donc nous considérons que la situation elle est effectivement sombre et qu'actuellement en Tunisie, il y a une crise politique, il y a une crise de pouvoir. Nous avons un pouvoir qui ne réussit pas. Nous avons un pouvoir qui est de plus en plus incapable de répondre aux besoins du pays, aux besoins du peuple. Est-ce que vous pensez que l'État n'en fait pas assez sur le plan sécuritaire? Oui, bien sûr. Vous savez très bien que la question de l'organisation d'un congrès national de lutte contre la torture de lutte contre le terrorisme. Excusez-moi. C'est une forme de torture aussi. C'est ça, c'est C'est ça. le combat de votre épouse en fait. Oui, c'est ça. Parce que déjà, je parlais avec elle au téléphone. C'est un bon lapsus. C'est un bon lapsus. Oui. De lutte contre le terrorisme, cette question a été posée depuis 2013. Et vous vous rappelez que le feu Choukri Belaïd, le martyr du Front Populaire, le martyr de la Tunisie, à la veille de son assassinat, avait proposé au nom du Front Populaire la tenue d'un congrès contre la violence. Et depuis, chaque gouvernement
adopte ce congrès. Mais sans le faire. Sans le faire. On va en parler Pour tout à l'heure. des raisons politiques. On va en parler Donc, tout à l'heure justement pour oui. ces raisons-là. Vous dites par exemple aussi que des mafias contrôlent peu à peu la société et ont de l'influence jusque dans les sphères du pouvoir. C'est tout de même assez grave. Est-ce que vous en avez les preuves? Lorsque vous avez, lorsque l'économie parallèle pratiquement occupe 52% de l'activité économique en général, du PIB, et ça exprime une mainmise de ce secteur. Or, on sait très bien que ce secteur qui ne paye pas généralement d'impôts, qui ne respecte pas la loi, qui est très lié aussi aux activités terroristes, aux activités mafieuses, pas seulement en Tunisie mais dans le monde, c'est ceux qui représentent ces secteurs, ils ne restent pas les bras croisés. De plus en plus, on sent qu'ils ont de l'influence, aussi bien au niveau des institutions de l'État. Et d'ailleurs, c'est-à-dire, ils ont de l'influence à l'intérieur du Parlement, disons oui. les choses clairement. Ah oui, ah oui. Par exemple, lorsqu'il y a certaines lois qui sont en train de passer, et des lois qui violent aussi bien comme la loi sur les banques, qui violent la Constitution, qui violent le règlement intérieur du Parlement, et qui violent aussi la souveraineté du pays. C'est au profit de qui ce genre de loi? Monsieur Chawkhet Bible, qui préside cette instance de lutte contre la corruption, il ne cesse de crier. Il l'a affirmé, Il a affirmé que la mafia ou la corruption sévit aussi bien au sein du secteur sécuritaire que dans la douane, que partout pratiquement dans les institutions de l'État. Et ce qui nous préoccupe, c'est qu'il n'y a pas une réaction de la part du pouvoir, de la part de la présidence, de la part du gouvernement. Pour quelle raison est-ce qu'il n'y a pas eu de réaction? Cela voudrait dire que justement il y a cette intersection entre la mafia et le pouvoir en place? Exactement. Il y a un lien de plus en plus, on remarque qu'il y a un lien organique entre cette mafia, entre ce secteur parallèle, d'économie parallèle, et les centres de pouvoir. Ce qui explique le fait qu'il n'y a pas de plan de lutte contre la corruption et contre le secteur d'économie parallèle, ce qui fait perdre à la Tunisie des sommes énormes qui auraient pu être utilisées, exploitées pour faire face au problème du chômage, au problème de développement, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de l'industrie, dans les régions pauvres. Alors il y a eu des déclarations ici et là, mais maintenant c'est officiel, vous accusez Nahda et Nidetoun d'avoir conclu un marché pour tourner la page des assassinats politiques sans poursuite judiciaire et sans poursuivre les commanditaires. Vous l'affirmez aujourd'hui encore? C'est un constat. Vous savez très bien que M. Beji Qaïd Sebsi avait promis aux Tunisiens, aux Tunisiennes, de rétablir toute la vérité sur l'assassinat de Choukri Belaïd et de Haj Mohamed El-Brahmi, que son parti aussi avait promis aux Tunisiens le rétablissement de la vérité, et c'était une promesse électorale. Mais après cette alliance entre Nahda et Nidetoun, on essaie par tous les moyens. Est-ce qu'il a menti? Est-ce que le président de la République a menti sur cette promesse? Parce qu'il y avait eu cette rencontre entre Rachid Ghannouchi et Beji Qaïd Sebsi avant la promesse électorale. Je ne peux pas dire qu'il a menti, mais ce que je dis, c'est qu'il n'a pas tenu sa promesse. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu un deal avant les élections ou après, mais c'est un constat qu'après l'arrivée au pouvoir du Nidetoun et de Nahda, après cette alliance qui a été établie entre les deux partis, on fait par tous les moyens et par l'intermédiaire de la justice, effectivement, de faire taire la vérité sur le dossier des assassinats,
pas seulement l'assassinat de Chokri Belaïd et Haj Brahmi, mais aussi l'assassinat de nos agents de police, de nos soldats et aussi des civils qui ont été massacrés par les terroristes. Effectivement, vous semblez également insinuer s'il n'y a pas eu jusqu'à présent un congrès national pour la lutte contre le terrorisme, c'est en partie pour que Nahda et la Troïka ne soient pas inquiétés et ne soient pas invités à rendre des comptes sur ce qu'ils ont fait pendant leur mandat. Exactement, c'est ça. Parce que Nahda ne veut pas qu'on fasse le bilan de ces 3 années de pouvoir. C'est au cours de ces 3 années de pouvoir de Troïka que le phénomène terroriste a évolué très rapidement, qu'il y a eu les assassinats et que généralement le Troïka a créé un climat propice au développement du terrorisme en Tunisie. Nahda ne veut pas assumer la responsabilité politique et morale de tout cela. Et aussi, je crois que Nahda craint une certaine responsabilité aussi au niveau juridique. Il ne faut pas oublier que M. Ali Araïr était ministre de l'Intérieur. Il ne faut pas oublier la réponse qu'il a adressée au ministre de la Justice, qu'il a adressée au bâtonnier, en niant que Chokri Belaïd était poursuivi par des inconnus, entre guillemets, et finalement c'était ces assassins. Il ne faut pas oublier aussi que lorsque M. Ali Araïr était chef du gouvernement, que M. Lotfi Benjedou et certains autres responsables étaient encore au ministère de l'Intérieur, il y a eu le télégramme qui a été envoyé par les services américains et qui a été négligé. Donc, sur ce plan-là... Sciemment négligé, selon vous? Sciemment négligé. Et sur ce plan-là, ce n'est pas seulement une responsabilité politique et morale, c'est une responsabilité au niveau juridique. Alors sur le plan économique, vous dites que la Tunisie est devenue une nouvelle colonie des puissances étrangères et d'ailleurs elle a abandonné sa souveraineté nationale. C'est tout de même inouï ce que vous dites. Mais c'est la réalité. Lorsque, vous savez, c'est scandaleux ce qui a été fait. Par exemple, au niveau de la loi sur la Banque centrale ou la loi sur les banques, c'est scandaleux. Même Ben Ali n'a pas osé faire ce qui a été fait par l'Alliance Nida Nahda, par cette majorité parlementaire. Qu'est-ce qui vous scandalise? Cette loi a été faite pour moderniser la Banque centrale, pour moderniser le secteur, pour faire des réformes de fond du système économique en Tunisie. Sur un plan formel tout d'abord, vous savez très bien que, je ne sais pas si vous savez, que lorsque cette loi sur la banque centrale a été présentée, ça a été dit clairement que c'est pour répondre à une exigence du FMI. Ça n'a jamais été pour répondre à une exigence nationale. Nous sommes pour la modernisation de la Banque centrale. Nous sommes pour la modernisation du système bancaire. Mais c'est le FMI qui soutient la Tunisie. Le FMI et la Banque mondiale soutiennent la Tunisie. Jamais. Est-ce que vous pouvez me donner un seul exemple? Un seul exemple qui a réussi suite à une intervention du FMI et de la Banque mondiale. En tout cas, nous avons besoin de l'argent du FMI et de la Banque mondiale. Nous avons besoin de fonds pour répondre à l'ensemble des besoins de la Tunisie. Et ça, vous le savez. Ça, à mon avis, c'est pas pour... Je ne réponds pas à vous, mais je réponds aux responsables politiques. C'est un mensonge. Parce que si le pouvoir veut réellement avoir de l'argent, si il veut réellement financer des projets pour développer la Tunisie, pourquoi on ne révisait pas le système fiscal? Vous savez très bien que sur ce plan-là, si on lutte contre la fraude fiscale, la Tunisie peut gagner entre 5 et 7 milliards de dinars. Alors, est-ce que l'actuel gouvernement, ou est-ce que l'actuelle alliance Nahda Nida Tunis est en train de lutter réellement contre la fraude fiscale pour la corruption pour récupérer cet argent. Mais la corruption fait perdre à la Tunisie aussi 2 milliards de dinars. Donc la solution pour nous,
ce n'est pas de se soumettre de plus en plus au FMI et à la Banque mondiale. Ce n'est pas la solution de rendre la Tunisie une néocolonie des institutions financières internationales. C'est tout d'abord de s'appuyer sur ses propres forces en premier lieu. Nous ne sommes pas contre les crédits. Mais pourquoi on ne cherche pas des crédits ailleurs, avec des taux et aussi des conditions moins douloureux que ceux qui sont imposés par le FMI. Donc, lorsqu'il y a eu cette loi sur la Banque centrale, ça a été dit clairement, c'est pour répondre à des exigences extérieures et non pas à des exigences nationales. Et lorsqu'on a discuté, donc on parlait de l'indépendance de la Banque centrale. C'est pas une indépendance par rapport au gouvernement, c'est une indépendance par rapport à l'État tunisien pour que cette Banque centrale, pour que les finances tunisiennes soient soumises totalement au dictat du FMI. Et pour cette loi aussi sur les banques, ils n'ont pas caché. Le chef du groupe parlementaire du Tunis, il a dit, ils ont tout changé, tout chambardé, même là, ils ont avancé la date de la plénière. Il a dit clairement, parce qu'on doit rendre compte au FMI avant le 13 mai. Effectivement, on est en train de perdre notre souveraineté nationale et le peuple tunisien n'a pas fait cette révolution pour arriver à cette situation. La responsabilité, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'autre solution, mais parce que c'est l'alliance Nahda Nida ne voit pas d'autre solution. Alors, le gouvernement vous accuse aussi d'être en partie responsable de cette situation économique, du blocage d'un certain nombre de productions, de soutenir les mouvements sociaux qui empêchent la Tunisie d'aller paisiblement vers sa transition économique. Cela a été dit de manière très claire par le chef du gouvernement. Je pense que, est-ce que ce n'est pas également la responsabilité de l'opposition de faciliter cette transition économique? C'est juste, c'est-à-dire en accusant le Front populaire, en accusant aussi l'opposition démocratique en général, le chef du gouvernement essaie tout simplement d'éviter, d'assumer sa responsabilité dans la situation actuelle économique. Est-ce que ce gouvernement a un projet? Est-ce que ce gouvernement a un programme? Est-ce que ce gouvernement a des réponses? Il a un plan quinquennal. Un plan quinquennal vide. Et c'est le plan quinquennal de Ben Ali. Ça a été repris ça a été repris des textes et des plans qui ont été laissés par Ben Ali. Mais c'est vide. Il n'y a aucune proposition. D'ailleurs, on a vu le budget pour cette année-là, la loi de finances pour l'année 2016, ne répond en aucune façon aux exigences des Tunisiens. Donc, nous considérons au sein du Front populaire, c'est une manière de jeter la responsabilité sur le Front populaire, c'est une manière pour ne pas assumer sa propre responsabilité. Nous considérons que l'actuel gouvernement a bien montré qu'il est incapable, totalement incapable, de trouver de solutions pour la Tunisie. Et c'est ça qui pousse, à la protestation, qui pousse à la contestation. Ce qui s'est passé à Kerkna, est-ce que c'est la responsabilité du Front populaire, du gouvernement, qui a signé un accord? Vous êtes d'accord pour dire que cette situation n'améliore pas l'économie de la Tunisie? Ça n'améliore pas. Ce qui n'améliore pas l'économie de la Tunisie, c'est l'absence de programme et c'est l'absence de projet tout d'abord. Alors c'est l'absence de réponse aux exigences du développement. Et qu'est-ce qu'on demande à ces jeunes qui sont au chômage depuis 15 années, depuis 20 années? On leur demande de patienter. On leur demande toujours de patienter. Jusqu'à quand? Et moi, je suis sûr que ces jeunes sont prêts pour patienter s'ils s'aperçoivent que ce gouvernement a un projet, a un programme, que leurs exigences vont être, qu'il va y avoir des réponses à leurs exigences dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais ce gouvernement n'avance rien pratiquement. Alors, venons-en donc au contenu de cette initiative. Elle se résume en 9 points.
à qui elle s'adresse exactement? Est-ce que c'est un appel au gouvernement, un appel aux autres partis de l'opposition? C'est un appel au peuple et c'est un appel aussi aux forces démocratiques et progressistes, aux forces politiques, aux forces civiles et aux forces aussi Pas au sociales. gouvernement? Pas au gouvernement, parce que nous considérons que ce gouvernement est dans l'incapacité de résoudre les problèmes de la Tunisie. Ce n'est pas seulement ce gouvernement, mais tout le système politique actuel, c'est-à-dire plutôt tout le pouvoir, toutes les instances de pouvoir actuellement ne sont pas dans la capacité de répondre aux exigences de dépasser la crise de la Tunisie actuellement. 90% des partis politiques en Tunisie peuvent partager vos 9 points, peuvent partager votre vision. Je pense que ce sont des propositions assez logiques. Mais ce gouvernement n'a pas de logique. L'alliance Nahda et Nida n'ont pas de logique. Donc, ces 9 points, ils sont adressés à l'ensemble de la classe politique, c'est-à-dire à l'ensemble des partis. Je pense à l'Alliance démocratique, au CPR, ils appellent au même... au CPR, non. Au même changement. Mais à El-Massar, le Jumhouri, l'Ishtiraki... L'Alliance démocratique, non? L'Alliance, le Nifaq plutôt, le Nifaq. L'Ishtiraki, Hizb al-Amal al-Watani démocratique, le Parti de l'Action patriotique et démocratique. On s'adresse aussi aux syndicats, on s'adresse aussi aux associations et organisations civiles qui sont d'accord. Pour faire quoi? Tout d'abord, pour résoudre la crise politique. Comment? C'est-à-dire pour répondre aux exigences de la réforme des institutions de l'État, c'est-à-dire pour transformer cette constitution en institution et aussi en nouvelles lois qui répondent aux besoins des Tunisiens, c'est-à-dire pour institutionnaliser la liberté, pour aussi instaurer des institutions démocratiques. En d'autres termes, réformer la justice, réformer l'appareil sécuritaire, réformer l'administration. On ne peut pas s'adresser... De quelle manière, en pratique? Comment on fait? On va discuter de tout cela. Donc nous, on a présenté des axes. Et on va discuter concrètement, on va transformer ces axes en propositions concrètes. Donc on va aussi, on a appelé à un congrès pour lutter contre le terrorisme. On va présenter... Mais un tel congrès pourrait se faire sans le gouvernement? On va faire pression sur le gouvernement pour que ce congrès ait lieu, pour qu'il soit organisé. Et aussi, on a présenté des axes pour lutter contre la corruption, lutter contre la fraude fiscale, aussi pour maîtriser la dette extérieure. Donc on a présenté de grands axes et on va discuter concrètement de la manière pour les concrétiser. Dernière question en lien avec la justice transitionnelle. Êtes-vous d'accord avec le processus qui se passe actuellement à l'IVD, avec ce processus d'arbitrage et ces demandes d'arbitrage qui s'accumulent à l'IVD, à l'instance vérité et dignité, ou bien vous considérez cela comme faisant partie des objectifs d'une réconciliation sans reddition de comptes? Il reste 2 minutes. Très rapidement. C'est ça. Rapidement, il faut que ce soit clair que le Front populaire n'est pas contre une réconciliation nationale. Mais nous voulons que cette réconciliation soit faite dans le cadre de la Constitution, dans le cadre aussi de la justice transitionnelle, aussi dans la transparence totale. C'est ce qui se fait actuellement à l'IVD ou non? Mais on est en train en quelque sorte, de freiner le gouvernement, le pouvoir en général, est en train de freiner et de saboter en quelque sorte le travail de l'IVD. La preuve en est, les responsables de l'IVD ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils ne trouvent pas l'aide nécessaire de la part du pouvoir
Mais aujourd'hui, ça s'est marcher. débloqué avec le chargé du contentieux de l'État, ça s'est débloqué. Ça vient d'être débloqué, mais partiellement. Nous voulons qu'il n'y ait pas d'autres processus parallèles. À la Comme justice. l'initiative de Rachid C'est Ghannouchi. ça, comme l'initiative de Rachid Ghannouchi qui cherche une amnistie générale, ou comme l'initiative qui a été prise par Le président de la République. le président de la République. Merci beaucoup, Hamal Hamemi, porte-parole du Front Populaire. Merci. Merci énormément Merci à vous. pour ces réponses. Merci encore une fois. Focus.